Canal Info, votre bloc d'info, c'est dans ce bloc d'information 13h-15h. Mesdames, Messieurs, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. L'actualité nationale et internationale, c'est tout de suite la première partie. Georgette Chavez, bonjour. Ou rebonjour. Rebonjour, et c'est la deuxième partie. L'augmentation des salaires au niveau des collectivités locales est le fruit d'une longue lutte, selon Sidi Ndiaye, le porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales. Salue cet acte du président de la République. La lutte pour l'application des 5 décrets restants dont le statut du personnel municipal va être poursuivi. Nous le suivons au micro d'Abdelaziz Sow et Sylvain Elfassi. Samoubiagui, l'élément n'est pas en place. Nous passons à autre chose. Ce 23 janvier, les membres du M23 ne comptent pas déroger à la règle. Après le congrès du peuple organisé à la place de l'Obélisque, les camarades de Alutine se donnent rendez-vous aujourd'hui dans la banlieue dakaroise, plus précisément à Guédiawaye, pour mener leurs activités politiques. Une mobilisation qui va s'étendre sur une semaine, c'est-à-dire du 23 au 29 janvier, pour mener la lutte pour la non-validation de la candidature de Maître Abdoulaye Wade. Et puis, en réponse à ce rassemblement du M23, l'Union des jeunesses travaillistes libérales, section Guédiawaye, met en garde que leur localité n'acceptera pas de subir des manifestations politiques qui pourraient entraîner des actes de violence. Je vous propose de suivre Bassirou Diatta, chargé de la communication de l'UJTL, section Guédiawaye. Il s'exprime au micro de Sékou Djemé et Erwan Chéri. L'élément n'est pas en place, nous y reviendrons. Pour l'instant, sachez que les Alliés des FAL 2012 organisent également cet après-midi une marche pour la paix suite à l'appel lancé vendredi dernier par le chef de l'État à arborer des foulards et autres mouchoirs blancs et marcher de Guédiawaye à la place de l'Obélix pour montrer leur amour pour la paix et pour le pays. La mouvance présidentielle va sillonner les rues de la capitale pour porter le message de la paix partout au Sénégal. Le constitutionnaliste Ismaël Madior Fall, enseignant à la faculté de droit de l'Université de Dakar, s'est exprimé sur le consensus qui existe au Sénégal sur le code électoral. Il intervenait au cours d'une table ronde organisée par la Fondation Friedrich Naumann sur le thème élection et stabilité institutionnelle en Afrique. Ses propos sont recueillis par Birama Kamara. Il faut quand même nuancer un peu cette image d'apocalypse électorale en Afrique. Que quand il y a des élections, ça risque d'être le chaos. Je voudrais quand même dire, parce que ça ne se dit pas assez, mais je voudrais le dire, qu'il y a de plus en plus en Afrique, parce qu'on est en Afrique là, ce que j'appellerais des tendances, il est vrai récentes, mais des tendances de normalisation des processus électoraux, des domaines dans lesquels il y a des progrès importants et les processus électoraux en font partie. Et que l'élection ne rime pas toujours avec violence dans les pays africains. Au Sénégal, vous avez vu, aujourd'hui, nous sommes quand même dans le pays, je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, le nouveau code électoral du Sénégal qui est là, il n'y a aucun parti qui est au Sénégal qui n'est pas d'accord sur ce code. Il n'y en a pas. Tout le monde est d'accord sur ces règles qui sont dans ce code électoral. La seule grande réserve que les partis ont émise, c'était sur le bulletin unique. Il faut quand même nuancer un peu cette image d'apocalypse électorale en Afrique. Que quand il y a des élections, ça risque d'être le chaos. Je voudrais quand même dire, parce que ça ne se dit pas assez, mais je voudrais le dire, qu'il y a de plus en plus en Afrique, parce qu'on est en Afrique là, ce que j'appellerais des tendances, il est vrai récentes, mais des tendances de normalisation des processus électoraux, des domaines dans lesquels il y a des progrès importants et les processus électoraux en font partie. Et que l'élection ne rime pas toujours avec violence dans les pays africains. Au Sénégal, vous avez vu, aujourd'hui, nous sommes quand même dans le pays, je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, le nouveau code électoral du Sénégal qui est là,
il n'y a aucun parti qui est au Sénégal qui n'est pas d'accord sur ce code. Il n'y en a pas. Tout le monde est d'accord sur ces règles qui sont dans ce code électoral. La seule grande réserve que les partis ont émise, c'était sur le bulletin unique. Je vous le disais tout à l'heure, l'augmentation des salaires au niveau des collectivités locales est le fruit d'une longue lutte selon Sidi Ndiaye, le porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales. Salue cet acte du président de la République, la lutte pour l'application des 5 décrets restants dont le statut du personnel municipal va être poursuivi. D'un certain nombre de hausses dans les collectivités locales, je crois que ça concerne les élus locaux, notamment les adjoints au maire et les présidents des délégations spéciales. Et je pense surtout aux agents des communautés rurales qui sont appelés assistants communautaires. Donc ces hausses concernent ces secteurs-là. Et aussi les directeurs des ARD, c'est-à-dire des agences régionales de développement. Donc cela fait suite à la lettre circulaire que le ministre aussi a signée ces jours passés pour régulariser le point indiciaire des agents des collectivités locales. Donc je crois que ça fait un ensemble de hausses qui manifestement contribue à améliorer, n'est-ce pas, le sort de tous ceux qui évoluent dans le secteur des collectivités locales, ce qui est une excellente chose. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Il y a aussi les secrétaires communautaires, mais là je dirais qu'il faut qu'on aille plus loin, c'est-à-dire au-delà de la hausse des salaires, il faut qu'on régularise la situation. Parce que comme vous le savez, ce sont des agents qui sont régis, qui ne sont pas régis par le Code du travail, parce que étant titulaires de contrats de prestation de services, ce qui pose problème. Nous l'avons dénoncé depuis des années et je crois que le gouvernement, à travers ces hausses, manifeste un certain intérêt et nous demandons au ministre de poursuivre, de sécuriser davantage ces travailleurs qui en ont besoin parce que contrat de prestation de services rime avec impôt. Donc cette hausse sera frappée aussi d'impôts. Donc vous voyez, ce qu'on gagne d'une main, on perd de l'autre. Le ministre d'État Mamadou Diop Decroix est très optimiste quant au déroulement de la prochaine joute électorale dans notre pays. Le ministre d'État est d'avis que le peuple sénégalais est mature car étant expérimenté en matière d'élection, par conséquent tout va se dérouler dans le calme. Depuis la fin de la période coloniale a connu un régime stable où il n'y a pas eu de coup d'État militaire. Parmi les 52 pays d'Afrique, le Sénégal est l'un des très très rares pays à connaître cette situation. J'estime que ceux qui nous ont précédés ont su sauvegarder cette stabilité, cette paix civile, cette tranquillité qui permet aux uns et aux autres de travailler et d'être dans sécurité. J'estime que nous aussi, nous devons être en mesure de transmettre ce témoin aux générations suivantes en sauvegardant la paix et la stabilité au Sénégal. Les acteurs politiques se sont impliqués sur le terrain politique pour revendiquer le pouvoir politique. C'est tout à fait légitime. Mais naturellement, en toute chose, nous avons les uns et les autres des limites. Les limites sont que nous devons rechercher le pouvoir pour sauvegarder la paix et la sécurité des citoyens et de leurs biens. En conséquence, c'est aussi l'appréciation que j'ai de cette journée du 23, c'est-à-dire que ça doit être une journée finalement de paix, d'appel à la paix, que nous tous nous préparions véritablement à contribuer chacun en ce qui le concerne à la préservation de cette paix et de cette stabilité. Birama Kamara, nous restons avec vous, le professeur Serigne Diop, médiateur de la République, qui lui animait cette conférence sur élection et stabilité institutionnelle, est revenu sur la particularité du régime présidentiel américain pour démontrer l'ascendance du Congrès dans la prise de décision de la Maison Blanche. Woodrow Wilson, qui était un professeur de droit constitutionnel et qui fut président des États-Unis d'Amérique au début du XXe siècle, enseignait dans ses cours que le régime américain est un régime congressionnel. Un régime congressionnel, un régime dominé par le Congrès. Et j'ai été impressionné en lisant l'ouvrage du président George Bush, Instant décisif,
à la page 306, il y fait un aveu. Il dit que finalement, il s'est rendu compte, durant sa présidence, que quand le Congrès ne veut pas quelque chose, le président est totalement désarmé. Le président des États-Unis, qui est, dit-on, dans un régime présidentiel, est le président le moins puissant au monde dans son pays. C'est le président qui ne peut même pas recruter son chauffeur, qui est un agent fédéral, s'il n'a pas l'accord du Sénat. Et vous savez, un projet de révision constitutionnelle aux États-Unis, qui date de plusieurs dizaines d'années, pour instituer l'élection du président au suffrage universel direct, n'a jamais été accepté encore, parce que les Américains ne veulent pas de ça. Ils veulent que le siège de la représentation reste le Congrès. Il ne faut pas le partager entre un Congrès et un... Je dis d'ailleurs, voilà, ces histoires de classification et de classement, laissez-nous ça dans les facultés. Parce que nous en avons besoin pour enseigner. Mais vous dites ce que vous voulez. Ne vous embourbez pas dans ce débat. Sambou Biagui, nous parlons tout à fait d'autre chose. Le centre principal d'état civil de la ville de Dakar a organisé une visite guidée à l'intention des journalistes pour montrer le nouveau système d'édition des actes d'état civil, un système réhabilité récemment après un dysfonctionnement informatique. Ceci en prélude à la cérémonie d'inauguration du nouveau système d'édition des pièces d'état civil qui sera présidée par le maire de Dakar dans les prochains jours. Cette visite guidée a permis aux journalistes de mieux comprendre le fonctionnement du système d'édition des pièces d'état civil du centre principal d'état civil de la ville de Dakar. Ce serveur des bases de données alimente toutes les salles informatisées. 3 salles, celles des mariages, des naissances et des décès, disposent chacune d'un ordinateur qui lui permet d'enregistrer les déclarations. Ce système a été réhabilité récemment après un dysfonctionnement informatique selon les responsables du centre. Depuis 2000 qu'on a acquis ce nouveau système-là avec un serveur et une vingtaine de postes au niveau du centre et au niveau de 10 centres secondaires au niveau de Dakar. Donc c'est avec cet équipement-là qu'on a continué l'exploitation des données d'actes d'état civil qui étaient déjà informatisées. Jusqu'en février 2006, il y a eu une panne au niveau de l'onduleur central. Donc on a arrêté les activités depuis 2006, depuis février 2006. Et c'est il y a 2 semaines qu'on a repris en reprenant... en remettant à niveau certains équipements qui ne fonctionnaient plus depuis le 2006, notamment l'onduleur qui avait des problèmes de balai, au niveau des ventilos aussi il y avait des problèmes. On les a repris avec notre salle de maintenance, notre centre de maintenance. Le projet a été financé par l'Association internationale des maires francophones. Pour les usagers, la remise en service du système d'édition va permettre une réduction des délais d'obtention des pièces d'état civil. D'habitude, c'est des rendez-vous de 3 jours, 4 jours qu'on donne aux usagers. Imaginez quelqu'un qui vient de Guédiawaye ou bien de Tcharoy pour un extrait de naissance. On lui demande de revenir dans 3, 4 jours. Il fait encore le transport pour venir jusqu'à Dakar pour son extrait. Alors que maintenant, avec le système qu'on a, l'usager peut avoir son extrait en temps réel. Donc s'il vient, il fait la demande, on vérifie au niveau de la base. Si l'acte est là, on fait l'édition, on envoie au niveau des officiers. On a 3 officiers qui font la signature et maintenant l'usager peut partir. Maintenant, au cas où l'acte n'est pas au niveau de la base, parce que la base n'est pas encore exhaustive, parce qu'il y a beaucoup d'actes à saisir. Il y a des actes de naissance, actes de mariage, actes de décès. Donc pour ces actes-là, on peut lui donner un rendez-vous, peut-être qu'il ne va pas dépasser un jour. Le temps de rechercher l'acte, de faire la saisie et de l'imprimer. Les systèmes d'édition des actes d'état civil de 10 centres secondaires ont été réhabilités. Toutefois, ceux des Parcelles Assainies et du centre hospitalier d'Abbas Ndao ne sont pas encore fonctionnels. À ce stade du bloc d'information, nous parlons environnement. 32 milliards de francs CFA sera injecté dans ce secteur dans le but de dépolluer la baie de Hann. Ce projet financé par l'AFD n'a pas encore vu sa réalisation, mais le gouvernement du Sénégal en est à sa phase d'étude. Mariam Bengfay.
Longtemps considérée comme l'une des plus belles plages de l'Afrique de l'Ouest, la baie d'Anne perd de plus en plus son lustre d'antan avec la présence des ordures ménagères, des déchets plastiques, des algues marines et des tas de poissons qui font actuellement le décor de cet espace. On a élaboré un projet total sur 15 km avec un collecteur qui va tout déverser là-bas. Maintenant, au début du projet, il y a un terme d'études. 2 ans d'études. Ce n'est pas fini. Le projet va démarrer en 2013. Donc, au bout du rouleau, cette baie sera comme par le passé, toute blanche, comme à Luanda, en Angola. Ce projet de dépollution de la baie d'une valeur de plus de 30 milliards prévoit la construction d'un réseau d'assainissement comprenant un collecteur intercepteur sur 15 km, une station d'épuration et un émissaire en mer de rejet des eaux traitées. C'est un projet qui a démarré maintenant il y a vraiment 2 ans avec des études techniques qui ont été nécessaires, pointues, de manière à pouvoir répondre à un enjeu technique majeur, c'est résoudre un problème d'assainissement industriel et domestique sur tout le pourtour de la baie de Anne. Et l'accompagnement financier de l'AFD et de la BEI représente environ un peu plus de 30 milliards de francs CFA pour financer les travaux. Donc à ce jour, ces travaux-là n'ont pas encore démarré puisque les études techniques dont je parlais précédemment sont encore en cours et sont en voie de finalisation au cours de l'année 2012. Plus de 200 unités industrielles de propriété nationale ou étrangère déversent leurs eaux au niveau de la baie d'Anne. Et peu d'entre elles ont effectué un traitement adéquat de leurs effluents. Une situation qui pousse ces industriels à demander des stations d'épuration de traitement de leurs eaux, leur permettant de diminuer la pollution au niveau de cette plage. À la baie d'Anne, quand on y est, on trouve différents types de pollution. Mais aujourd'hui, ce qui est au centre, au cœur maintenant de la mission d'aujourd'hui, c'est identifier particulièrement la pollution industrielle. La pollution industrielle est une pollution un peu plus complexe, beaucoup plus compliquée, parce que son traitement est un peu différent du traitement d'autres types de pollution. La pollution là, c'est particulièrement en ce qui concerne l'eau ici, c'est les effluents industriels. Les effluents, c'est tout ce qui est liquide. Et les effluents industriels sont souvent chargés par des produits qui peuvent être chimiques, biologiques, etc. L'état microbiologique des eaux de la baie d'Anne est particulièrement préoccupant et témoigne d'une forte pollution bactériologique. Les analyses bactériologiques ont clairement mis en évidence des concentrations élevées pour des coliformes totosés fécaux 1000 fois supérieures aux normes admises pour la qualité des eaux de baignade. Après l'environnement, nous faisons place à la culture. Les inconditionnels du livre qui ont raté la cérémonie de dédicace du nouvel ouvrage du colonel Moumar Gueye se sont rattrapés en assistant à la cérémonie de présentation de ce joyau. Une rencontre entre amoureux du livre, une occasion pour ces derniers de faire la critique de cette œuvre signée par le colonel Moumar Gueye. Un livre qui vient de s'ajouter au panthéon de l'auteur qui en est à sa 6e publication, La malédiction de Rabi, un roman écrit par le colonel Moumar Gueye. Ce natif de Saint-Louis dresse un miroir de la société sénégalaise. C'est surtout un vibrant plaidoyer pour le respect de la femme. Du mariage forcé à l'excision en passant par le viol et une multitude d'oppressions physiquement et moralement humiliantes, avec comme toile de fond l'hypocrisie et le mensonge. Des passages qu'on pouvait lire sur la préface du livre. La malédiction de Rabi, en fait, est une fiction, mais j'ai essayé d'écrire les faits dans un contexte géographique donné. J'ai essayé de citer des faits, de décrire des faits de société que j'ai décryptés dans la société sénégalaise. C'est une sorte de radioscopie de la société sénégalaise que j'ai essayé de réaliser pour éveiller les population. Ce livre est un roman fiction où l'auteur nous conte le sort tragique d'une adolescente marquée par le destin implacable, bien avant sa naissance, mais aussi brisée depuis son enfance par la cruauté d'hommes et de femmes à l'extrême limite de l'abjection. Avec La malédiction de Rabi, l'auteur lance un cri de colère contre les dérives gravissimes de notre société, mais aussi une étonnante galerie de perversité qu'il déroule sous les yeux du lecteur. Le baptême de ce nouveau bébé a réuni des professionnels du livre
Et ceux-ci n'ont pas manqué de faire sa critique. L'avenir me donnera encore raison, parce que dès la publication de votre premier ouvrage, je vous avais dit que vous avez la graine d'un écrivain. Maintenant, je pense que vraiment, personne ne peut contester votre qualité d'écrivain. Je crois que beaucoup de choses qu'on trouve dans ce roman-là, c'est des choses qui sont en relation directe ou indirecte avec sa propre vie. Et je crois quelque part que c'est quelqu'un qui fait aussi de la littérature de développement. Je voudrais vous féliciter d'avoir écrit ce que vous avez écrit. Et de l'avoir écrit comme vous l'avez écrit. Parce que, pour ma part, je suis très exigeant en matière d'écriture. La première couverture, vous voyez cette femme-là qui symbolise effectivement la femme telle que le chante Senghor, la femme qui est l'Afrique en réalité. Vous avez vu, elle pleure. Et je vous vous voyez, regardez les larmes. Les larmes ne s'écoulent pas des glandes lacrymales. Les larmes s'écoulent des coins de l'œil. Or, lorsque les larmes s'écoulent des coins de l'œil, c'est lorsque la personne est complètement fodiomi. Un livre de 196 pages que l'auteur peut rassasier la faim du lecteur. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Colonel Momar Gueye est ingénieur des eaux et forêts. Il est aussi auteur d'essais de recueils de poèmes et de livres didactiques. Ce roman est sorti aux éditions ivoiriennes. Et puis, hors de chez nous, le bilan des attaques perpétrées vendredi soir par le groupe islamiste Boko Haram dans le nord du Nigeria s'alourdit à 166 morts. Mais le décompte n'est cependant pas terminé. Le président Goodluck Jonathan s'est rendu sur place. L'élément n'est pas en place, nous allons y revenir certainement avec la complicité de la régie ou bien le bilan des attaques perpétrées vendredi soir par le groupe islamiste Boko Haram dans le nord du Nigeria s'alourdit à 166 morts, mais le décompte n'est cependant pas terminé. Le président Goodluck Jonathan s'est rendu sur place. Voilà, c'est pas le bon élément. Nous continuons. Et puis, une famille de victimes indiennes des explosions du dimanche exhorte l'État à rapatrier le corps de Keval Komar Kalidas. Nous allons continuer ces informations sous forme de brève. Les sauveteurs continuent de chercher des manquants sur le reste chaviré du bateau de croisière Costa Concordia. Les équipes utilisent des explosifs pour ouvrir des passages dans le navire dans l'espoir, bien sûr, de retrouver des survivants. Nous allons certainement y revenir, Sambou Biagui, avant la fin de ce bloc d'information. Ce sont les aléas du direct. Hein? Oui, ce sont les aléas du direct. Tout de même, merci à vous, Georgette. Merci également à la régie. Canal Info, l'information se poursuit. Dans la troisième et quatrième partie, vous aurez toutes ces informations en intégralité. En attendant mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen ànd ak programme Canal Info News xibaar ya nga xamante ne moom lañ leen dëttal léegi ci kàllaamay nasaraan moom lañ leen fas yéene dëttal ci kàllaamay wolof bu si kanam tuuti lay doon bu ñu nooyee tuuti rek kon ñu ñëwaat ak yéen ci la nga xamante ne moom moo fi gën a fës ci la nga xamante moom moo ci wàllu kon actualité ci kanam tuuti.